Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Ce soir, on parle de ce pont des Amoureux, un lieu emblématique de la capitale. C'est bien sûr le pont des Arts, surnomné des millions de cadenas d'amour accrochés à ses grilles au début des années 2010, au point de fragiliser énormément la structure et de conduire la mairie de Paris, sous l'impulsion d'Anne Hidalgo, à les retirer définitivement en 2015. On s'en souvient, depuis, le pont a fait l'objet de plusieurs interventions, dont une rénovation majeure, achevée en 2023 pour 1,8 million d'euros. On est à peine 3 ans plus tard et voilà que le pont des Arts est de nouveau en mauvais état et nécessite des travaux. Une situation qui interroge et qui inquiète plus largement sur la gestion du patrimoine urbain à Paris, dont on va parler avec nos invités autour de la table. En culture, le Louvre consacre une très belle exposition à un artiste injustement méconnu. Le bel immortel s'expose et se dévoile. Ce sera tout à l'heure dans l'entretien culture. Enfin, le Figaro Histoire nous raconte la fameuse bande à Bono et l'arrestation du bandit Jules Bonneau le 27 avril 1912. C'était à Choisy-le-Roi. On en parle avec Luc-Antoine Lenord. Tout a commencé avec cette vidéo de Tony Pitaro et Jean-Pierre Lecoq, le maire du 6e arrondissement, sur le pont des Arts. Regardez ce que ça donne. Et on est en plein cœur du pont des Arts. En plein cœur de la passerelle des Arts. C'est fou. Mais monsieur le maire, c'est super dangereux. Un enfant qui passe, là il passe, il tombe à travers le pont. Il pourrait ou tomber ou en tout cas... ah bah là un gosse il passe. Exactement. Vous avez des endroits sur la passerelle des Arts où 2 planches peuvent être soulevées. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pont pour qu'on en arrive là? Il se passe que, si vous voulez, manifestement... Parce que là c'est pareil ici, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'expertise. Oui, vous pouvez même faire du trampoline, vous voyez. Non mais regardez. Oui. C'est quoi? Mais c'est quoi Paris? Mais qu'est-ce qu'il fait monsieur Emmanuel Grégoire? Une vidéo qui montre l'état catastrophique dans lequel se trouve le pont des Arts, seulement 3 ans après des travaux imposants, de l'ordre quand même de 1,8 million d'euros, menés par Anne Hidalgo. Tony Pitaro, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, Tanguy Le Dantec, urbaniste. Marguerite Frison-Roche, vous êtes fondatrice de Disruptif et également en visio avec nous. David Chantrane, on ne vous présente plus, vous êtes historien. Tony Pitaro, comment vous est venue l'idée de faire cette vidéo qui a fait un vrai buzz, On est autour des 5 millions de vues, c'est énorme. 5 millions de vues, ouais, avec Emmanuel Grégoire même, qui a repris. En fait, je regardais sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de gens qui signalaient le pont des Arts tremble, etc. Donc j'ai appelé Jean-Pierre Lecoq et j'ai dit, comme le pont est dans votre arrondissement, on va aller sur le pont. Mais on n'avait pas prévu qu'on pouvait carrément lever une planche. Ah, vous ne le saviez pas? Non, on ne savait pas. Et en fait, on marchait sur ces fameuses planches. Et monsieur le maire, à un moment, m'a dit, mais Tony, là, cette planche, on peut la lever. Et j'ai dit, monsieur le maire, il faut qu'on fasse la vidéo là-dessus, parce que ça, c'est très impressionnant. Et ça a donné la séquence qu'on vient de voir. Vous vous attendiez à ce que cette séquence fasse autant parler d'elle? Ah non, 5 millions de vues, c'est énorme. Chaque vue est très dure à avoir, mais là, 5 millions, non, je ne m'y attendais pas. Est-ce que ça tient aussi peut-être de la personnalité de Jean-Pierre Lecoq, qui est un maire, c'est vrai, assez attachant de Paris. C'est un taulier, il est maire du 6e arrondissement, en effet. Ouais. Depuis un moment, il connaît bien les Parisiens qui habitent son arrondissement, il connaît bien les Parisiens. Finalement, il est crédible aussi quand il vous raconte cette histoire, quand lui-même il dit vous voyez, on peut sauter au trampoline sur ce pont. Bon, il ironise, oui, évidemment. Et surtout, je pense que c'était la meilleure personne pour le faire, parce qu'il est là depuis 31 ans, et puis il est respectueux. La planche, il ne la prend pas comme ça, à la jeter par terre. On voit qu'il respecte quand même. Si je l'avais fait moi, ça aurait fait un peu celui qui veut dégrader le matériel pour montrer, ça aurait été extrêmement choquant. Et je l'aurais pas fait d'ailleurs. Mais monsieur le maire l'a fait et j'ai laissé vivre cette séquence. Dans la vidéo, j'ai laissé longtemps, ça fait au moins 25 secondes, où presque on parle pas du tout. Et il part avec la planche parce que c'est très très fort en fait. Tanguy Le Dantec, qu'est-ce que ça vous inspire, indépendamment évidemment de la séquence humoristique et de ce qu'elle dit, évidemment, de l'image de Paris? Alors, s'il y a eu une telle réaction, c'est parce que le pont des Arts, c'est pas n'importe quel pont, c'est un pont iconique, c'est une des plus belles vues de Paris, qui est elle-même la ville la plus visitée du monde, parce que c'est, au-delà de l'élégance formelle de ce pont, c'est le seul point de vue sur l'île de la Cité. C'est quelque chose qui a été immortalisé un nombre de fois incroyable, puis aussi picturalement, par Renoir, par tellement de gens, parce qu'il a un certain âge, ce pont, en fait. Il date de 1802. Il a été construit sous Napoléon. Et en fait, dans le sillage c'est le premier pont en fonte en France, c'est dans le sillage de la Révolution industrielle. C'est-à-dire, les premiers ponts en fonte, c'est en Grande-Bretagne, qu'ils éclosent vers
1780, il me semble, le premier pont, c'est sur la Séverne. Et l'empereur voulait que la France essaie de rattraper son retard technologique. Et donc, c'est pour cela qu'à l'époque avait été proposée cette passerelle, qui à l'époque était complètement novatrice, en métal. Mais il lui est arrivé beaucoup de choses, et c'est un des cœurs de l'identité parisienne. Il faut se souvenir, cette passerelle, en 1979, elle s'est effondrée. Alors, moi, j'étais tout petit à l'époque, mais je me souviens que ça avait choqué le monde entier. Mais ça avait créé un émoi important. Absolument. Et donc, Jacques Chirac, qui était maire de Paris à l'époque, donc avait lancé les travaux de reconstruction, mais cette fois-ci en acier. Alors, la passerelle originale... Est-ce que ça avait été bien fait, vous qui êtes urbaniste ? Oui, ça avait été bien fait. Ça avait été fait de manière plus solide parce que la fonte, c'était les premiers éléments métalliques. Ça s'était nettement dégradé. Mais les éléments de la passerelle originale existent toujours, mais à Nogent-sur-Marne, ils ont été transférés. Vous avez un peu grignoté sur la partie de David Chantrane, hein. Je me permets quand même, on va lui donner la parole. En tant qu'historien, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce pont David Chantrane, qui, vous l'avez très bien dit, Tanguy Dantec, fait partie de l'âme, de l'identité de la capitale. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'important le concernant ? Alors, vous adressez... C'est exactement ce que vient de dire votre invité. C'est vrai que c'était une décision du premier consul parce qu'il manquait de ponts à Paris. 3 ponts avaient été décidés d'être construits à partir de l'année 1801. Et effectivement, ce pont des Arts, avec cette particularité de la fonte, est inauguré en 1803. Et c'est vraiment à la fois l'inauguration se fait dans cette condition, c'est-à-dire c'est à la fois une gageure à la fois architecturale, technologique, parce que c'est la première fois que c'est fait en France, et puis surtout parce que pour la première fois, on va relier, et c'est pour cette raison qu'il prend ce titre de passerelle des Arts, de pont des Arts, on va relier le Louvre, qui est le Palais des Arts, c'est le titre d'ailleurs qu'il a à cette époque-là, qui va garder d'ailleurs longtemps, à l'Institut des Arts, ou du moins à l'Institut où il y a une section des Arts, qui aujourd'hui, vous savez, c'est l'Académie des Beaux-Arts. Donc cette passerelle, elle est artistique à la fois dans sa conception, à la fois parce qu'il y avait 9 arches qui étaient d'abord au départ dévolues. Aujourd'hui, votre invité l'a rappelé, c'est vrai que ça a été transformé à l'époque, inauguré par Jacques Chirac en 92. Ça a été vraiment transformé et adapté. Il n'y a plus que 7 arches, mais parce que tout simplement, la construction dès le départ était assez ambitieuse et il a fallu s'adapter, notamment aux quelques dégradations qui ont eu lieu parce qu'il y a eu des accidents qui ont été faits, donc ça a un peu fragilisé l'ensemble. Mais aujourd'hui, ça reste quand même l'esprit qui avait été fait à l'époque du consulat. On va vous retrouver rapidement pour une question sur ce pont des amoureux, parce que moi, évidemment, en grande amoureuse de l'amour, ça me fait me poser un certain nombre de questions. Mais je me tourne vers vous, Marguerite Frison-Roche. Quand on voit l'état dans lequel est ce pont des Arts et ce qu'il représente dans l'histoire de la capitale, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Ça vous donne du chagrin ? Ça vous inquiète ? Je pense les deux. Je dois avouer que la première fois que j'ai vu la vidéo, ça m'a fait aussi rire parce que en fait, on est tellement sidérés de voir qu'on peut enlever une planche vraiment. Enfin, j'aurais pu le faire moi-même, quoi. Donc c'est assez sidérant. Déjà la sidération. Déjà la sidération. On rit, mais on rit jaune. Et après, on se dit, en fait, c'est ça l'image de la France. C'est-à-dire que moi, je me suis renseignée. Du coup, ce pont avait été refait juste avant les JO. On y a mis 1,8 million. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et on est là en 2026, le maire vient d'être élu, mais il est quand même dans la continuité des deux mandats précédents. Et le pont s'effrite. Enfin, je trouve que politiquement, la séquence est catastrophique pour le maire. Et j'ai été assez... On va en reparler peut-être, mais sa réaction, le fait qu'il se fasse filmer ensuite en disant... Ça, c'était peut-être plutôt malin, non ? C'était de répondre. Oui, mais à la fois c'est malin, et à la fois on se dit, on est toujours dans la communication politique, c'est-à-dire que normalement, le premier réflexe, c'est de se dire, j'envoie tout de suite des techniciens pour qu'on répare immédiatement le truc. Je pense qu'il n'avait pas le choix de répondre. Il n'a pas le choix. Le buzz que ça a fait, il devait répondre. Emmanuel Grégoire, il a été obligé de répondre. Et moi, je trouve d'ailleurs qu'il en sort gagnant, on ne va pas se mentir, parce qu'il explique, il dit voilà, il y a quelques petits problèmes, mais on va les régler. Bon, c'est quand même des gros problèmes. Mais bon, on va l'écouter, évidemment. Voilà. Comme ça, on va avoir les mots du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, et on analysera ensemble la réaction et les décisions qu'il a décidé de prendre. On l'écoute. Vous avez été nombreux à m'interpeller sur le sujet du pont des Arts. D'abord, vous avez raison, quand il y a un problème, il faut qu'on le règle. Le pont des Arts, il a été refait il y a 3 ans et on a un petit problème, c'est qu'il y a certaines fixations qui ne tiennent pas bien à cause sans doute de la chaleur, mais aussi à cause des vibrations
qui sont engendrés par les gens qui passent en vélo. C'est pas fait pour ça. Et donc, on a des travaux. D'abord, dire que, évidemment, quand on a ce type de situation, on ne fait pas rien. On a prévu des travaux d'urgence et dans 15 jours commenceront des travaux sur 4 semaines qui sont destinés à reprendre les quelques rivets qui ont été mal fixés. Et donc, je suis venu vous dire d'abord mon attachement à ce pont des Arts. On est dans un des endroits les plus mythiques de Paris. Et puis aussi parce qu'on doit rendre des comptes et on doit corriger ce qui ne fonctionne pas bien. Et donc, les travaux seront engagés très rapidement. Moi, je trouve que la séquence, d'un point de vue politique, est plutôt réussie en termes de communication. C'est, il y avait un souci, on me l'a fait parvenir, je vous réponds tout de suite et j'apporte des solutions. Mais il y a une forme de décontraction, je trouve, dans la vidéo qui est un peu malvenue. C'est ça, moi, qui me choque. Je suis d'accord que faire une vidéo, c'était sans doute la bonne réponse et une réponse rapide. Mais on a l'impression que c'est un petit problème. Alors que, honnêtement, je trouve que c'est humiliant de se dire qu'un pont à Paris, qui est aussi emblématique que le pont des Arts, qui est connu de tous les étrangers... C'est désastreux qu'il soit dans cet état. Exactement. Et qu'on y réponde de cette manière aussi légère. Comme s'il y avait un problème sur le trottoir et qu'on allait potentiellement tomber. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Non, symboliquement, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup au second degré les vidéos qu'on fait, mais moi je pense que les Parisiens et les Français, ils sont attachés au pont des Arts. Et le pont des Arts qui se détruit, etc. Et puis il n'y a pas que le pont des Arts, malheureusement. Mais les Français, ils sont attachés à leur patrimoine. Et à chaque fois, c'est presque un peu ironique la manière dont ils répondent. Ils passent notre vidéo. Bon, bah voilà, vous m'avez signalé ça. Moi, je pense que... C'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux, le pont des Arts. Et surtout, il y a un sujet de sécurité. Enfin, il y avait le côté politique, mais c'est un sujet de sécurité. Quand mais il y a des endroits où on peut soulever 2 planches. Un gamin qui passe, c'est la fin du monde. La France, c'est dans un état pas possible, c'est un buzz mondial. Tanguy Dantec, planche, en effet. Quand il parle il dit, bon, vous avez raison, il y a un problème. Et ensuite, il dit, c'est dû à la chaleur et c'est dû aux vibrations quand les cyclistes passent. On sait quand même que la mandature d'Emmanuel Grégoire, à l'image de celle d'Anne Hidalgo, est pro-vélo. C'est un peu particulier. Est-ce que c'est vrai déjà ? C'est absolument vrai, c'est-à-dire là pour le coup techniquement Emmanuel Grégoire est irréprochable, d'autant qu'il l'avait signalé lui-même il y a 2 ans, il avait déjà pointé la responsabilité des cyclistes qui passaient là. En Conseil de Paris ? De façon plus discrète, effectivement, à cause des liens. Avec Anne Hidalgo. Et on va dire, ce qui est intéressant peut-être dans cette vidéo, si on l'interprète de façon peut-être un peu plus positive, c'est qu'Emmanuel cherche, on va dire, à définir. Ça m'a marqué. Oui, bon, on se connaît, on ne va pas se mentir. Cherche à créer une nouvelle image politique et à se démarquer en réalité par rapport au mandat d'Anne Hidalgo. Parce que on peut dire les choses, on n'imagine pas Anne Hidalgo faire ce genre de séquence. Non, c'est vrai. assez clair. Il avait promis qu'il serait plus proche des Parisiens. Alors, il essaie. Maintenant, on va voir si c'est de l'effet marketing ou pas, mais néanmoins, donc pour venir au fond du sujet, oui, ce sont bien les vélos qui posent le problème. Pourquoi ? Parce qu'ils passent rapidement. Et même, j'étais sur place 1 heure avant que cette vidéo soit tournée. Et j'ai été frôlé plusieurs fois par des vélos qui passent de façon complètement illégale, puisqu'il y a bien des panneaux qui expliquent vélo, pied-à-terre. C'est-à-dire, ils peuvent passer parce qu'il y a eu des rampes qui ont été aménagées pour les personnes en chaise roulante, ce qui est un aménagement légitime, mais à partir de là, il y a un détournement abusif de la part des cyclistes qui passent de façon très rapide. Donc on peut passer, mais à côté de son vélo. Alors, absolument, si on le met à côté, parce que ce qui dégrade en fait ce pont, c'est le lien entre les planches et les rivets. Les planches en bois sont excellentes. C'est un bois de catégorie 5 africain qui est un des meilleurs bois qui existe. Mais il est presque victime de sa qualité, c'est-à-dire il est trop rigide et trop dur. Et donc il est fixé par des espèces de rivets. Et si nous marchons, on va dire, de façon régulière, on va dire la déformation de la planche est souple, ça se passe normalement. Mais si un vélo passe, c'est très rapide, il y a une espèce de vibration. Donc le bois était mal choisi. C'est là où on va dire, l'attachement au rivet est fragilisé. Et c'est bel et bien le passage des cyclistes, et parce que ce pont n'a absolument pas été conçu pour ça. Et là-dessus, je termine, que Emmanuel Grégoire pointe. On a entendu un pas du tout de David Chantrane, je suis obligé de le faire réagir. Bon, mais que là, on peut parler du débat, mais que pour la première fois, il ose dire que c'est bel et bien les cyclistes qui ont été un peu les chouchous des 2 mandatures précédentes. Ça témoigne peut-être d'un changement de style. Maintenant, c'est à voir. David Chantrane. Oui.
Je disais parce que à l'origine, et c'est toujours le cas d'ailleurs, cette passerelle elle était conçue pour être un espace piétonnier. Tout simplement parce que justement, il y avait 2 autres ponts qui étaient construits à la même époque et qui vont être achevés un peu plus tardivement. C'est le pont de la Cité d'un côté et de l'autre le pont d'Austerlitz, qui était destiné justement à accueillir à la fois la circulation. Alors à l'époque c'était hippomobile et aujourd'hui évidemment il y a tous les éléments mobiles qui s'y retrouvent. Mais le pont des Arts, c'est une passerelle piétonnière qui à l'époque d'ailleurs était payante. Il faut se rappeler aussi dans quelles conditions tout ça a été fait. Payante, c'est elle qui a d'ailleurs accueilli pour les premières fois les éclairages publics, il y avait des animations, donc c'était un lieu aussi de rencontre. Donc, et là je reviens à ce que disait Victoire tout à l'heure, ce que vous disiez, très justement, c'est aussi la rencontre des amoureux. Parce que c'était quand un est-ce lieu... que ce pont des Arts est devenu la passerelle des amoureux? Elle est devenue au milieu du 19e siècle. D'abord parce que c'était représenté énormément à la fois par la littérature et par les artistes. On se souvient qu'Auguste Renoir, dans les années 1867-1868, a représenté cette passerelle des Arts. Elle a été énormément photographiée. On va commémorer le bicentenaire de la photographie bientôt. Ben, c'était exactement le cas. C'est vrai que son allure, ce caractère aussi tout à fait novateur et puis très léger, eh bien, donnait aussi de la légèreté à ceux qui s'y rendaient. Donc ce caractère piétonnier, je reviens là-dessus, c'est un élément qu'il faut aussi rappeler parce que, me semble-t-il, sa destination est aussi primaire et doit rendre aussi le caractère d'adaptation tout à fait important. Donc, il ne faut pas en changer l'usage, comme ça a été le cas. On se rend compte que ça peut avoir des désagréments. L'usage qui avait... Finalement, vous êtes d'accord. Peut-être qu'on avait mal compris. Hein. Vous savez, avec la visio, parfois, on attrape des bribes de conversation. C'est le jeu. Ce qu'on comprend aussi, c'est que ce pont des Arts a déjà finalement un peu évolué dans ses usages, puisqu'il était avant ce lieu où les amoureux venaient accrocher leur cadenas, tant et si bien qu'il y en avait tellement que c'était trop lourd et que ça menaçait et véritablement ce pont de destruction. Donc, il y a déjà eu un certain nombre d'étapes et de moments de vie de ce pont des Arts auxquels on a dû renoncer. Ouais. Mais surtout, il y a eu un moment où la mairie a su s'en emparer. S'il y avait un problème justement en 2015 avec le poids des cadenas qui menaçait la sécurité du pont et donc des personnes qui passaient dessus, ils ont su s'emparer du sujet et régler le problème. Et là, on a l'impression qu'ils n'ont pas vu le problème venir alors qu'il est quand même assez flagrant. Non, et puis c'était, vous l'avez dit, le pont des amoureux. Maintenant, il n'y a plus de cadenas. Vous passez sur ce pont, il n'y a que des vendeurs à la sauvette, les bouteilles d'eau, les machins. Moi, quand on est allé tourner, je ne sais pas si on l'a vu là dans ce passage de la vidéo, mais il y a des gens, ils dessinent des drapeaux par terre, on vend des bouteilles d'eau, ça part dans tous les sens. Il y a les tours Eiffel. Mais c'est quoi ce pont? On est quand même sur le pont des Arts, on est au cœur de Paris. Alors ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a un petit peu perdu son âme. Ouais. Avant, on y venait pour déposer un cadenas, pour faire une petite pensée en amoureux. Avant, peut-être pour son patrimoine et pour ce qu'il représente pour l'histoire de Paris. Aujourd'hui, on a l'impression que, à moins de vouloir s'y promener en bon piéton parisien, c'est compliqué. Les cadenas en question, il faut rappeler, c'était plusieurs dizaines de tonnes. Et puis, il n'y a pas que cette passerelle qui en a été victime, il y a eu d'autres ponts, le pont de l'Archevêché actuellement. Et ça pose un problème tout autre qui est celui du surtourisme, c'est-à-dire que Paris est victime de son succès. C'est, dit-on, la plus belle ville du monde, c'est la plus visitée du monde, c'est la plus touristique du monde. Donc, les gens s'y rendent. Et donc, on tombe parfois sur des créations un peu opportunistes, comme ces vendeurs de cadenas, qui à la sauvette. Et à la fin, sur une passerelle très légère, quand vous rajoutez 40 tonnes de poids, oui, il y avait un vrai risque d'effondrement. Mais le problème du surtourisme, il affecte tout ce quartier. Vous vous souvenez peut-être de la polémique qu'il y avait eu sur l'abattage d'un certain nombre d'arbres juste avant les JO. J'avais dû signaler, en fait, ces arbres avaient été également victimes du surtourisme. Alors pas parce qu'on y accrochait des cadenas, parce que les gens dessinaient des petits cœurs, tout ça. Et à la fin, l'écorce de ces pauvres arbres était tellement scarifiée, il y avait des milliers de dessins, mais ils n'avaient plus d'écorce. Donc les pathogènes sont rentrés, donc ils sont morts. Ils sont morts paradoxalement, du surtourisme des amoureux. Et ces messages d'amour déposés par les amoureux. De toute façon, il y aura toujours du surtourisme à Paris. Hein. Jamais on va dire on arrête le tourisme. Et puis on s'en réjouit suffisamment quand les touristes sont présents. C'est super de voir plein de touristes, ils sont tout contents, ils prennent des photos, ça fait vivre Paris, c'est formidable. Mais c'est un des lieux les plus beaux du monde. Alors moi, quand j'y vais, c'est pour admirer la vue. C'est tellement incroyablement beau Paris. Puis on est dans un endroit qui est mythique. C'est vrai que le cadre est sublime. Voilà. Moi j'y vais pour le plaisir. Ce que je voulais rajouter, c'est comment on fait en
sorte justement, puisqu'on ne peut pas réduire le tourisme, et c'est plutôt une bonne chose et c'est très bien pour l'économie de la ville, c'est comment on fait en sorte que la présence très nombreuse des touristes ne dégrade pas, ne vienne pas... Le patrimoine. Exactement, le Comment patrimoine. tout ça peut cohabiter finalement. Exactement, et je pense que c'est le défi de toutes les grandes villes. Moi, je me souviens que j'ai vécu à Venise pendant plusieurs mois et c'était exactement ça le défi. Et ils ont réussi à trouver, ils ont une espèce de, je ne sais pas si c'est une police municipale, mais ils font en sorte que les gens ne puissent pas s'arrêter ni pique-niquer sur les marches des églises, etc. Vous pouvez protéger le patrimoine. Donc typiquement, le fait que les vélos puissent passer sur le pont des Arts alors qu'on sait pertinemment qu'ils n'ont pas le droit et que ça abîme le pont, pourquoi il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose, mettre ou un pont dispositif qui supporte les vélos, je suis désolé, on peut passer, il y a plein de gens qui ont des terrasses chez eux, on peut passer à vélo et ça tient. Donc là, en fait, il y a un gros problème. Et l'entreprise... Voilà, vous adaptez soit l'infrastructure, soit le fait qu'il y ait des personnes qui contrôlent. Mais en effet, il y a des solutions. Et il y a des panneaux qui précisent bien que les cyclistes ne doivent pas circuler. Voilà, les panneaux, et les étrangers sont très indisciplinés, au même titre que les Parisiens. Oui, ça pose des questions de civisme. Et là, si notre nouvelle équipe municipale pouvait enfin se poser de façon pragmatique et sérieuse la question de comment... de ce civisme qui effectivement a été... c'est très simple, il faut verbaliser. Enfin, si vous voulez vraiment que les personnes respectent les règles, il faut verbaliser. Et quand vous en avez verbalisé un certain nombre, ça se sait. Faut qu'ils deviennent sérieux. Voilà, il ne faut pas qu'ils se disent que c'est un sujet, c'est la méchante droite, tout ça. C'est juste un problème sérieux qui concerne tout le monde. Il n'y a pas d'adjoint au patrimoine à la mairie de Paris. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un autre sujet qui a été remarqué. Il n'y a pas d'adjointure au patrimoine sur... On le déplore pour une ville comme Paris. Ouais. Tony Pitaro, une réaction et on va regarder une autre séquence justement de cette séquence qui a beaucoup fait parler d'elle et de ses 5 millions de vues. Les travaux qu'Anne Hidalgo avait décidé de mener donc, il y a 3 ans, 1,8 million d'euros dépensés. Vous avez pointé du doigt un élément de ces travaux avec Jean-Pierre Lecoq. On va écouter la séquence et je vous fais réagir. Ces matériaux, semble-t-il, viendraient d'Afrique. On m'avait dit à l'époque, parce que j'avais ironisé, j'avais dit si c'est nécessaire, je suis prêt à louer un camion et aller chercher du bois dans la forêt des Vosges. Il m'a dit non, pas du tout. Vous êtes une personne sans doute un peu inculte et surtout, nous sommes beaucoup plus intelligents. C'est du bois spécifique avec une durabilité exceptionnelle et qui va venir d'Afrique. Alors la durabilité peut-être, mais des lattes peut-être, mais pas du montage en tout cas. Et on met en danger potentiel des centaines de milliers de touristes qui passent par là. Ça, c'est un peu une fausse polémique, non? Le fait que le bois vienne d'Afrique ou pas. Évidemment, on aurait préféré que ça soit... Mais du bois des Vosges. Il est bien le bois des Vosges. Alors, ça, c'est des questions réglementaires, c'est-à-dire il y a différentes catégories de bois. Vous nous l'avez dit, la bois de catégorie 5. Voilà, on est dans un bois de catégorie 5, c'est-à-dire le bilanga, qui est effectivement un arbre africain qui est malheureusement menacé. On ne peut pas... faut faire attention, c'est un bois qui vient de forêts humides équatoriales et il ne se renouvelle pas tant que ça. Mais néanmoins, c'est un bois absolument exceptionnel par sa dureté, sa durabilité. Trop dur donc, là en il est paradoxalement trop dur et trop résistant. Et donc, c'est-à-dire qu'on aurait pu peut-être penser à un bois un tout petit peu plus souple pour absorber. Mais surtout, il faut prendre du bois français. On refait le pont des Arts, on est en France, mais il y a des forêts en France, il y a du bois en France. Il n'y a que le mélèze qui est de catégorie 5, mais il n'aurait pas été peut-être assez rigide pour... mais lui, il est trop rigide, donc faut savoir. Je ne suis pas technicienne, mais c'est que peut-être fallait faire... Justement, moi, c'est une question que je me suis posée. Quand on met en place 1,8 million d'euros de travaux, est-ce qu'on ne se doit pas de mettre en œuvre un certain nombre de vérifications en amont pour être sûr et certain de la durabilité des travaux qu'on entreprend? Alors, je répète, le problème, ce sont les attaches, les fixations, les rivets et les trépidations, c'est-à-dire les vibrations qui sont causées pour des usages qui ne sont pas prévus. Qui ne sont absolument pas prévus à la base. Une question bête, pourquoi on ne met pas des vis, tout simplement ? Mais justement, ce sont c'est-à-dire ces espèces de vis, quand il y a une vibration très rapide qui se dégrade à l'intérieur, c'est la fixation qui se dégrade. Et encore une fois, ce n'est pas la nature du bois qui pose le problème. Il se trouve là que c'est un bois, oui, exceptionnel. Bon, il y en a d'autres dans le monde. Dans les forêts tempérées, on n'a pas trop ça, ce type de bois. Je dis peut-être à part le mélèze, mais le mélèze est plutôt utilisé en revêtement de surface, pas forcément en éléments structurels comme ça. Donc pour vous, rien de choquant sur les choix qui ont été faits? Sur le choix du bois, non. C'est plutôt la fixation elle-même. Mais d'ailleurs, Monsieur Lecoq le dit, le problème, c'est
c'est pas tant le bois, c'est le montage. Il a lui aussi absolument raison. Et comme M. Grégoire aussi a été bien conseillé techniquement, pour le coup, on peut espérer qu'ils vont réfléchir à une solution parce qu'effectivement, c'est trop dangereux en l'état. Donc là, il le dit, des travaux vont être mis en œuvre sous 15 jours. C'est ce qu'il promettait. C'était quoi déjà? C'était déjà il y a quelques jours. On était le 23 avril au moment de sa vidéo. Donc ça ne va pas tarder sur le démarrage de ces travaux. Là, on va tous être évidemment très vigilants sur ce qui va suivre. J'allais vérifier les travaux. Et vous allez redémonter les planches. Oui, je vais aller pendant les travaux vérifier si c'est bien fait. Parce que c'est pas normal, ça m'a encore coûté un bras. Faut vérifier. On n'a pas eu d'idée sur l'enveloppe, je crois, qui est prévue. Moi, j'ai pas trouvé de chiffres. Je sais pas, mais moi, je pense que l'entreprise qui a fait ça pour 1,8 million, c'est déjà beaucoup. Il pourrait le faire gratuitement et réparer. Enfin, moi, je sais pas. Si moi, je prends une entreprise. J'y crois pas trop. Et si quelqu'un vient chez moi, il peint mal mes murs, il revient, il le refait bien, mais je le repaye pas. C'est de l'argent public. C'est pas de leur de l'argent faute. public. C'est, encore une fois, c'est la responsabilité réelle des cyclistes. Mais donc, il est possible qu'on redépense 1,8 million d'euros. Non, parce que l'essentiel, c'était les matériaux. C'est vraiment là le problème d'attache. J'en ai discuté avec des ouvriers qui étaient sur place le jour où je suis passé. Bon, cependant, vous avez raison de pointer qu'il y a un problème de qualité de nombreux travaux qui ont été effectués à Paris. Alors ça, je suis le premier à le dire dans les tribunes que je publie avec ma collègue Dominique Dupré-Henry. Il y a eu un abaissement faute de budget, mais d'ailleurs pas qu'au Pont des Arts. Où ça, par exemple? Quantité de projets sont vus au rabais. Par exemple, l'inauguration il y a peu de la place Félix Éboué d'Auménil. Il y a une quantité de malfaçons qui est absolument invraisemblable. Et pour connaître assez bien l'ancien architecte Voyer, même à l'époque de Delanoë, ce genre de choses ne serait jamais passé il y a 15 ans. Mais est-ce que c'est pas, vous qui connaissez bien Emmanuel Grégoire, est-ce que c'est pas finalement par idéologie, le patrimoine, bon, il y a quand même plus important, alors on va bâcler, on va pas trop vérifier, on va pas trop mettre d'argent et puis on mettra l'argent ailleurs. Mais voilà, il y a 300 millions de subventions qui sont données à droite à gauche à la mairie de Paris. C'est vrai, c'est un problème, mais le problème de fond, c'est le budget. Comment est réparti le budget qui définit à partir de là les priorités de la mandature. Et le patrimoine n'est pas une priorité d'Emmanuel Grégoire. Oui, et l'entretien général de la ville, parce qu'au-delà, il y a l'entretien de la voirie et l'entretien des arbres, puisque c'est une de mes spécialités. C'est l'entretien général qui pose problème, parce que ça n'a pas été traité de façon prioritaire durant les 2 dernières mandatures. Et ça, c'est un vrai problème de fond. Alors évidemment, quand vous mettez tout votre budget dans l'investissement, mais qu'ensuite, une fois que vous inaugurez des projets, il n'y a plus d'entretien, ça se dégrade très rapidement, en 2-3 ans. Et là, on a un cas absolument typique. C'est extrêmement choquant. La réalisation peut être bonne, mais s'il n'y a aucun entretien, ça n'a pas de sens. Tout ouvrage, ça s'entretient régulièrement tous les ans. On se souvient de la peinture aussi sur la Tour Eiffel qui avait posé un certain nombre de questions avec des budgets absolument colossaux. C'est la première fois que la Tour Eiffel n'avait pas été entretenue lors de la mandature Hidalgo. C'est quelque chose d'invraisemblable. Et pourtant, elle est propriété de la ville de Paris. Tout à fait. Voilà. C'est la première fois Eiffel avait laissé il fallait la repeindre tous les 7 ans. Des consignes, oui. Voilà, des consignes. Et la première fois, historiquement, que ça n'a pas été respecté, c'est sous ces 2 dernières mandatures. Ma question, c'est pourquoi? Manque de budget, vous l'avez dit. Manque de budget. Et pour vous, il n'y a pas d'idéologie. Il y en a de l'argent. On ne peut pas tout résumer du bon budget. Non, mais moi, j'ai fait une vidéo sur les subventions avec le sénateur Francis Espiner. Il m'a dit donc la mairie de Paris, c'est 300 millions d'euros de subventions qu'ils donnent, mais il y a au moins 150 millions de subventions qui sont inutiles. C'est à des associations, c'est de l'idéologie, etc. Donc c'est des vrais choix. Dites-leur politique. Moi, à titre personnel, je n'ai pas à juger de la nature de l'attribution de ces subventions, mais en revanche, c'est la répartition du budget qui pose problème. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y avait un budget beaucoup plus conséquent pour l'entretien de la voirie. Et il n'y a pas de mystère. Quand vous diminuez le budget de 20%, 30%, 50%, il y a des dégradations, évidemment. La maire du 9e l'avait très bien expliqué. Si l'état de la voirie est déplorable, si on a des trous, Thomas Soto s'était fait une double fracture récemment, il a expliqué, oui. Victime des nids de poules, tout à fait. Voilà, c'est parce qu'il y a eu une baisse très importante de l'entretien de la voirie.
C'est aussi simple que ça. Marguerite Frison-Roche, quels sont les sujets qui vous intéressent quand vous regardez ce patrimoine urbain parisien? Justement, je pense qu'il y a une question sur le budget, c'est-à-dire qu'on est toujours concentré sur le fait qu'il n'y a pas assez de budget, peut-être il n'est pas assez bien alloué. Je pense qu'il faut aussi s'adapter à la réalité. Il n'y a pas d'argent. Enfin, si on a moins d'argent, on fait avec moins de budget. Pour autant, on peut trouver des solutions. Il y en a de l'argent. Il y a 10 milliards de dettes, on n'est pas 1 milliard de plus. Non, mais... Oui, mais on peut aussi faire en sorte de réduire la dette. Ce ne serait pas non plus. Mais du coup, il va falloir trouver d'autres solutions. Enfin, c'est qu'en fait, on part toujours du principe qu'on va faire avec l'argent qu'on a. Non, on peut aussi faire avec moins. Et ce sera peut-être plus rustique. Typiquement, le fait d'avoir mis du bois, ce bois-ci sur le pont des Arts, est-ce que c'était un choix politique? Est-ce que ça faisait bien de mettre du bois? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions à trouver? Enfin, on peut aussi réfléchir en dehors du cadre et se dire que si vraiment la priorité, c'est d'assurer... C'est de tenir les budgets. Exactement, c'est de tenir les budgets, assurer un minimum de sécurité et accessoirement un peu d'esthétique, parce que je pense que le pont des Arts a beaucoup perdu en termes d'esthétique. Enfin, on peut s'astreindre à ce genre de contraintes. David Chantrane, une réaction? Une dernière réaction, oui, c'est vrai que le pont des Arts, qui était quand même inscrit au titre des monuments historiques depuis le 17 mars 75, donc on va fêter bientôt ses 51 ans, on a passé d'ailleurs les 51 ans. Il faut respecter aussi à la fois l'origine, on parlait tout à l'heure du bois des Vosges, ça me plairait moi en tant que Vosgien d'origine, mais il faut aussi respecter un bois qui est, comme l'a dit tout à l'heure M. Le Dantec, est adapté, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'au départ, il était payant pour limiter justement le passage et surtout avoir une surveillance qui était accrue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et cette surveillance, elle me semble, à mon avis, adaptée pour un espace qui est limité. On est sur une dizaine de mètres de largeur et 150 mètres de long. Donc c'est vraiment un espace qui, à la fois stratégiquement, et vous l'avez dit, et très justement, c'est vrai que c'est symboliquement très important. Donc il faut peut-être que les choses soient aussi adaptées dans la structure, dans le passage, et puis aussi que ça reste ce lieu emblématique et si esthétiquement adéquat pour rester cette vue imprenable que l'on a sur l'ensemble de Paris. Merci beaucoup David Chantrane pour ce très beau mot de la fin et on sait, Tony Pitaro, que vous suivrez ça de près. Mais je vais y aller. On n'en doute pas une seconde et on attend la vidéo qui suivra. Merci beaucoup à tous les trois en plateau, merci à David Chantrane en visio avec nous et on passe tout de suite à l'entretien culture.